Au sommaire de cette édition, la clôture du programme Feu contre Feu organisé par l'église Pentecôte Saint-Feu International, une confession religieuse que dirige l'apôtre Angbozan Patrice. La visite du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'université de Mans s'y est rendue pour s'imprégner des réalités de ce temple du savoir implanté dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pas de grâce pour l'ex-président Fujimori, un juge péruvien vient d'annuler cette décision qui fait place à son arrestation. Enfin, notre rubrique écho de la semaine, il sera question de champions nationaux. Quelle stratégie pour les emmener à être de véritables chefs d'entreprise? C'est dans une vingtaine de minutes. Très chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce journal. Nous ouvrons en religion. L'église Saint-Feu International, dirigée par l'apôtre Angbozan Patrice, a procédé ce dimanche à la clôture de son programme de 4 jours placé sous le thème Feu contre Feu. L'invité spécial de cette rencontre venue du Ghana, le prophète Gabriel Akwesi Sapong, a béni le peuple de Dieu tout au long de ce rassemblement. La soif de Dieu, l'envie de voir Dieu opérer dans une dimension surnaturelle a poussé les fidèles à sortir nombreux ce dimanche pour prendre part à l'apothéose du programme dénommé Feu contre Feu. Pendant plus de 4 jours, ils se sont rassemblés à l'église Pentecôte Saint-Feu International, 6 à Yopougon dans le district d'Abidjan, administré par l'apôtre Patrice Angbozan. Après une série de louanges, les orateurs se sont succédés pour préparer le chemin de l'orateur principal. L'homme de Dieu, le prophète Gabriel Akwesi Sapong, intervenant à son tour, n'a pas manqué d'exercer le ministère. Le prophète Gabriel Sapong a dit sa joie d'être en Côte d'Ivoire avant d'inviter les hommes de Dieu à la prière et à la sanctification, toute chose qui accroît l'onction. La raison pour laquelle je suis venu en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a envoyé de venir en Côte d'Ivoire pour venir sortir les gens dans les souffrances et pour les amener dans la gloire. Le travail que le Seigneur entend d'opérer à travers ma mère en Côte d'Ivoire, je suis vraiment satisfait. Parce que là où chaque jour Dieu fait ce qu'il fait, mais il lui demande toujours de faire plus que ça. Et j'exhorte à tous les prophètes qui sont dans la nation que l'œuvre de Dieu là, il y a des persécutions dedans, il y a la souffrance dedans, il y a un problème. Mais dans tout ça là, il faut demeurer pour le Seigneur seul. Après ce programme réussi, l'homme de Dieu a promis revenir en novembre pour la 2e édition. Parlons à présent de leadership avec la remise de certificats aux stagiaires de la 3e promotion des étudiants formés au leadership chrétien à l'Institut Daniel École de Leadership d'Abidjan. L'événement a eu lieu ce week-end dans une infrastructure hôtelière de la place en présence de plusieurs jeunes chrétiens leaders. Préparer l'émergence des leaders réformateurs dans un 21e siècle sous l'influence du postmodernisme. Nous sommes une génération choisie. C'est par des cantiques à la gloire de Jésus-Christ que les étudiants de la 3e promotion de Daniel École de Leadership ont fait leur entrée dans l'auditorium où attendaient déjà serviteurs de Dieu, parents, amis, enseignants et connaissances pour magnifier le leadership chrétien. 6 mois. C'est le temps qu'a duré cette formation en leadership. La présidente de cette promotion, baptisée Élite, au nom de ses condisciples, n'a pas manqué dans son intervention de rappeler la responsabilité du leader chrétien à quelque niveau où qu'il se trouve dans la société. Peu importe nos origines, nos moyens, notre profession, peu importe là où nous nous trouvons, peu importe la situation chaotique que nous traversons actuellement, nous avons notre rôle à jouer dans cette grande mission. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour manifester tous ces trésors sur terre,
Présentation d'un projet de leadership transformationnel, témoignages des étudiants, louanges et adorations ont été les temps forts de cette cérémonie au cours de laquelle le directeur de projet de cette école, René Emmanuel Ogoua, est revenu sur l'intérêt des projets et leur planification convenable dans un souci de transformation de la société. Pour sa part, le fondateur de Daniel École de Leadership s'est appesanti sur le thème « Préparer l'émergence de leaders réformateurs dans un 21e siècle sous l'influence du postmodernisme ». Ange Maxime Awaga a donc motivé le corps de Christ à se lever pour impacter positivement ce siècle présent grâce à une bonne planification. Il y a des choses que vous verrez, qui sont plus graves que ce qu'on voit aujourd'hui. Comme l'a dit le FC, est-ce qu'on attend le Saint-Esprit va tout faire, ou nos veilles de prière vont tout faire, ou est-ce qu'on s'assoit comme eux et on commence à planifier la transformation? Le Dieu veut qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels, dans toutes les sphères de la société, soient équipés pour répartir dans ces sphères-là, pour imposer la pensée originale de Dieu. Le parrain de cette 3e promotion des leaders transformationnels, Emmanuel Kouadio, par ailleurs secrétaire général de la compagnie ivoirienne de l'électricité CIE, a exhorté ses filleuls à se mettre résolument au service de l'Éternel Dieu. Disons au Seigneur, nous voici. Prends-nous comme on est. Envoie-nous. Prends-nous comme on est. N'attendons pas d'être nettoyés de non. Prends-nous comme on est. Et si le Seigneur voit que l'entrepreneur a besoin de témoigner, il va le faire. Mais n'attends pas d'être demandé d'abord avant de te lever. Il faut lui dire, je suis disponible. Parce que de toi, le Seigneur ne dispose pas sans ton accord. L'argent, là, il a déjà ça. Il a déjà toutes les autres choses. La seule chose que la Bible ne dit pas qu'il a, c'est toi et moi. Et il a besoin de notre disposition pour cela. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. La remise des certificats aux nouveaux leaders transformationnels, une trentaine environ, et un cocktail ont mis fin à cet événement. Société, pénurie de carburant à Abidjan et à l'intérieur du pays suite à un mouvement d'humeur des camionneurs distributeurs des hydrocarbures. Ceux-ci exigeaient une amélioration de leurs conditions de vie. Une situation qui a créé de nombreux désagréments aux Ivoiriens en difficulté et qui était source d'embouteillage. Après des négociations avec le gouvernement ivoirien, les camionneurs dans la soirée de ce mercredi ont repris le travail. Toute chose qui a occasionné de longs files d'attente très tôt ce jeudi dans les stations-service. Le Conseil régional des Grands Ponts envisage une convention cadre de partenariat avec l'école d'architecture d'Abidjan. C'est autour du thème l'économie bleue au cœur de la nouvelle stratégie de développement de la région des Grands Ponts que les autorités de la région et les spécialistes de l'architecture de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous. La région des Grands Ponts et l'école d'architecture de Côte d'Ivoire font chemin sur l'autoroute de la connaissance pour faire de la région des Grands Ponts une cité écologique, d'où lutter contre le réchauffement climatique. Pour matérialiser cet engagement, les parties ont signé le jeudi 27 septembre 2018 une convention cadre de partenariat afin de participer au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations. Dans sa vision de développement géospatial, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Gabriel Joseph Yassé, et son conseil perçoivent le département de Jacquesville pour être l'autoroute de la connaissance. Cette convention est dans le droit fil de la stratégie du plan stratégique de développement des Grands Ponts, une expertise de l'ordre des architectes sur mon territoire à Jacquesville qui va bénéficier aux populations de Grand Laou et de Dabou, va nous permettre d'amorcer des projets d'envergure dans les années qui viennent. Nous avons axé notre développement sur certains principes, le binôme santé-développement et l'autoroute de la connaissance. Pour rappel, Gabriel Joseph Yassé préside le Conseil des Grands Ponts depuis son investiture le 27 juin 2013 au cours de la première réunion ordinaire du dit Conseil. Notons que la signature de la présente convention cadre s'appuie sur un aspect juridique important. Et le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de partenariat public-privé du Conseil régional des Grands Ponts, fixant des règles relatives à la coopération décentralisée. Après l'installation très prochaine de l'université canadienne et la création de l'université internationale marocaine, de la région de Rabat, Salé, Kénitra à Jacquesville,
L'école d'architecture d'Abidjan viendra compléter ce pôle universitaire. Nous avions une vision de permettre d'abord à nos jeunes frères ivoiriens de pouvoir pratiquer, pouvoir étudier l'architecture. Et ensuite, notre vision, c'est d'aider nos communes à se développer. L'école d'architecture peut apporter quelque chose à la région des Grands Ponts. Précisons que ce projet a déjà connu un état d'avancement remarquable, notamment la mise en place du comité de travail, plusieurs séances de travail effectuées, convention cadre en cours de signature et l'établissement de délibérations déjà approuvées par la tutelle. Les partenaires au projet sont nombreux. Le Conseil régional des Grands Ponts, l'École d'architecture d'Abidjan et le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Parlons éducation, la religion pure et son tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction. C'est dans ce cadre que s'inscrit la vision du couple Tano Afremou à travers des remises de kits et tenues scolaires aux nécessiteux dans le village d'Akribossou, préfecture de Mbatou. À l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, le couple pastoral Tano Afremou, leader de la mission évangélique internationale pour la restauration, a tenu à venir en aide aux parents d'élèves du village d'Akribo, sous-préfecture de Mbato, situé dans la région de Moronou, en offrant des kits et tenues scolaires aux élèves du CP1 jusqu'au CM2. Dans son discours d'allocution, le donateur a rendu toute la gloire à Dieu, lui qui a rendu possible ce cadeau, avant de remercier les autorités villageoises et administratives pour leur présence. Ma joie ce matin est immense. En ce sens que je retrouve mes parents d'Akribo. Avec une ambiance festive. Je voudrais au nom de l'église Meires, de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, dire toute ma gratitude pour ce sympathique et chaleureux accueil. Mesdames et messieurs, Dieu nous a mis à cœur d'apporter un soutien aux parents d'élèves d'Akribo. Et mettre un peu de joie dans le cœur de nos enfants en cette rentrée scolaire. Mettre du temps et des circonstances. Dieu en a décidé ainsi. Toute chose qui a favorisé la remise symbolique des kits et tenues scolaires par le couple Tano Afremou au chef du village d'Akribo, Nana Assalé, qui lui à son tour a remis ses oblations au président du comité de gestion école. L'église m'a donné cet habit et cette kit scolaire. Donc je vous remets pour que vous donnez ça au directeur d'école pour nos enfants. Le couple humanitariste a dit sa joie. Ce don est apporté par son propre. Ma femme et moi, nous sommes associés pour apporter ce don et soulager un peu les enfants de Akribo pour cette année scolaire 2018. Notez que cette cérémonie a été marquée par la présence du chanteur Niazo Jean qui a permis à la population de se réjouir. Rappelons que ces dons étaient composés essentiellement de cahiers, de stylos, de crayons, d'ardoises et de plus de 250 tenues scolaires pour filles comme garçons. Dans le cadre de la visite des structures sous sa tutelle, le ministre de l'Enseignement ivoirien
De la recherche scientifique s'est rendue à l'Université Polytechnique de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son objectif, s'imprégner de l'avancée des travaux de construction de cette école d'excellence, mais aussi annoncer le paiement des purges des droits coutumiers de l'espace occupé par l'université. Saint-Eudope, le reportage. Albert Mabry-Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné du ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba, s'est rendu à l'Université de Mans où il a visité les infrastructures d'accueil de cette école polytechnique, à savoir la salle des TP, le laboratoire de langue, l'infirmerie, le restaurant, les amphithéâtres, les stades de football et de handball. Au terme de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur a entretenu les populations des Cassiapleux et des Petits Bépleux, détenteurs des droits coutumiers du site de l'Université de Mans, mais surtout les responsables de cette école d'excellence. Le professeur Koulibaly Lassina, président de l'université, a plaidé pour l'équipement des salles des travaux pratiques et surtout la construction immédiate des salles pour les étudiants en année de licence. Ça fait déjà 2 ans que nous fonctionnons, nous passons à la 3e année et donc nous avons eu par exemple des étudiants qui étaient en année préparatoire d'entrer dans les grandes écoles. En 3e année, ces étudiants sont en année d'ingénieur. Donc il y a nécessité, en toute urgence, de pouvoir construire les écoles d'ingénieurs afin que ces étudiants intègrent ces institutions de formation. Albert Mabry-Touakeus s'est réjoui de l'avancée des travaux après 2 ans. Toutefois, il a déploré des insuffisances dans l'exécution des travaux. Par ailleurs, il a annoncé le paiement du reliquat des purges des droits coutumiers relatifs à l'espace qu'occupe l'Université de Mans. Je peux vous dire aujourd'hui que les activités pédagogiques pour ces 2 premières années ont pu se dérouler. Évidemment, il y a quelques insuffisances qu'il faut combler rapidement. C'est le cas donc des laboratoires. Et là, nous avons visité les bâtiments dont les travaux sont quasi achevés à l'exception de l'installation des équipements. Cela est en cours pour les 2 laboratoires. Donc, nous allons faire en sorte que ces laboratoires soient opérationnels dans les semaines à venir. Il y avait un petit différend au niveau de la purge des droits coutumiers. Je peux vous informer que la décision a été prise. Les ressources nécessaires ont été donc prises en charge par le secrétariat d'État au budget. Et nous allons faire les diligences qui s'imposent pour qu'avant la fin de l'année, les parents rentrent en possession de l'aide. Environ 1,3 milliard. Autre temps fort, la remise des clés de l'ambulance de l'infirmerie et la projection du film de la maquette du projet de construction de l'université à terme. En Afrique, le président guinéen Alpha Condé a confirmé mercredi l'éviction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall, avec qui il était notoirement en froid, et son remplacement par Mohamed Lamine Bangoura, jusqu'ici vice-président de cette institution. Après avoir démis de ses fonctions le président, M. Sall, début septembre, estimant qu'il avait perdu toute légitimité, les 8 autres magistrats de la Cour avaient élu M. Bangoura pour lui succéder le 28 septembre. Poursuivant à l'international, l'Union européenne s'intéresse à présent à la situation du droit en Roumanie. Le Parlement a appelé la première ministre roumaine à la tribune à respecter l'indépendance de la justice et à ne pas affaiblir la lutte contre la corruption. Après la Pologne et la Hongrie, l'Union européenne s'intéresse de près à la situation de l'état de droit en Roumanie. Lors d'un débat en plénière, le Parlement a appelé la première ministre roumaine à la tribune à respecter l'indépendance de la justice et à ne pas affaiblir la lutte contre la corruption. Écoutez Ska Keller. Votre gouvernement permet à des fonctionnaires d'abuser légalement de leur pouvoir. Votre gouvernement permet à des criminels condamnés de repartir avec l'argent volé sans même le confisquer. Vous légalisez de facto la corruption avec cette réforme. Mais la corruption entraînera une perte de confiance des gens vis-à-vis de l'État et de la démocratie. Parmi les mesures controversées, le limogeage de la courageuse procureure chargée de la lutte contre la corruption, Laura Codruta-Kövesi. La première ministre roumaine nie pourtant toute interférence politique. Les nouvelles lois sur la justice redonnent son indépendance à la justice. Aucun homme politique ne prendra de décision au sujet de la nomination ou de la révocation des juges. L'indépendance est totale, elle n'est pas du tout restreinte.
Le vice-président de la commission a réclamé une enquête sur les violences de la police lors des manifestations de cet été et a mis en garde les autorités roumaines. Si la commission doit être brutale dans son évaluation, elle le sera. Si elle doit utiliser d'autres instruments à sa disposition, elle les utilisera. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une manière de rappeler notre rôle, de rappeler que la commission est la gardienne des traités et que nous prenons ce rôle très au sérieux. La pression sur la Roumanie est d'autant plus grande que ce pays assurera la présidence tournante du Conseil de l'UE au 1er janvier 2019, une première depuis son adhésion. L'opposant turc Fethullah Gülen, aux États-Unis résidant en Pennsylvanie depuis 20 ans, a été victime d'une tentative d'intrusion par un homme armé qui s'est échappé suite à un tir d'avertissement des hommes de la sécurité. Tentative d'intrusion chez l'opposant turc Fethullah Gülen aux États-Unis. Depuis hier, la police américaine enquête. C'est dans le complexe de Sellersburg, en Pennsylvanie, où réside depuis 20 ans le prédicateur musulman qu'un homme armé a tenté de s'introduire. Il a été stoppé par un tir d'avertissement des hommes de la sécurité. L'individu s'est enfui, personne n'a été blessé. Fethullah Gülen, 79 ans, se trouvait à l'intérieur et il s'interroge. Serait-ce une action diligentée par le gouvernement turc? Car Ankara réclame son extradition depuis 2 ans, le considérant comme l'instigateur du coup d'État manqué contre le président turc en juillet 2016. Mais Washington réclame plus de preuves de son application. Il y a 2 ans, dans la foulée de l'attaque du Parlement d'Ankara, environ 240 personnes avaient été tuées. Cette tentative de putsch ratée a été suivie d'un grand nettoyage, 50 000 arrestations, 150 000 licenciements dans l'administration turque, qu'Erdogan considérait comme corrompue par le mouvement guleniste. La grâce de l'ancien président Alberto Fujimori, décidé en décembre 2017 pour raisons humanitaires, a été annulée mercredi par un juge péruvien. L'administration pénitentiaire a ordonné son arrestation. Une liberté de courte durée. La Cour suprême péruvienne a statué, la grâce de l'ancien président pour raisons humanitaires est illégale. De nouveau face à la justice, l'ex-homme fort du Pérou va devoir purger 14 ans de sa peine. Il avait été condamné à 25 ans de réclusion. L'octogénaire souffre de problèmes cardiaques. C'est très délicat. Quand je lui ai parlé ce matin, il était en état de choc. Et inutile de vous le dire, une insuffisance cardiaque peut rapidement déclencher une suite. Pour sa fille Keiko, il n'y a aucun doute, il va faire appel. C'est extrêmement douloureux d'apprendre qu'un juge de son pays a retiré la liberté à mon père. Parce qu'il n'est pas mourant, il n'a pas le droit à une grâce pour raison de santé. Fujimori a été gracié en décembre dernier par Pedro Pablo Kuczynski. 3 jours plus tôt, il avait échappé à une procédure de destitution déposée par l'opposition fujimoriste. Sa grâce avait déclenché une crise politique et de vives protestations d'organisations de défense des droits de l'homme. Les familles des victimes du gouvernement Fujimori ont déposé un recours et affirment que la grâce est illégale. Adulé et détesté en même temps, Fujimori est un personnage qui fait polémique au Pérou. Il a été mis en cause par la justice pour des tueries perpétrées sous prétexte d'opérations de contre-guérilla. Ses partisans lui reconnaissent la victoire contre les Sentiers Lumineux, un mouvement communiste. D'autres, au contraire, voient en lui un homme corrompu. Un mot de sport dans ce journal, les Catalans ont empilé une deuxième victoire avec la manière sur la pelouse de Tottenham avec un score de 2-4. Mercredi soir, avec un doublé de l'Argentin, dans l'autre match du groupe C, l'Inter s'impose une nouvelle fois et reste à hauteur du FC Barcelone. Messi et le FC Barcelone intraitables après 2 journées de Ligue des Champions. Une deuxième victoire avec la manière contre Tottenham 4-2 mercredi soir en Angleterre avec un doublé de l'Argentin. Grâce à un but en toute fin de match, Naples bat Liverpool 1-0 et prend la tête du groupe de la mort, le groupe C, celui du Paris Saint-Germain, vainqueur 6-1 du Red Star. Dans le groupe A, nouveau succès de l'Atlético Madrid et de Dortmund qui a battu Monaco. L'Inter s'impose une nouvelle fois et reste à hauteur du FC Barcelone. Après 2 matchs dans le groupe C, aucune des grosses écuries n'a donc fait le break, tandis que Porto et Schalke, vainqueurs du Galatasaray et du Lokomotiv, dominent le groupe D.
Dans le cadre de notre rubrique Éco, il sera question de champions nationaux, comment les accompagner à être de véritables chefs d'entreprise capables de propulser en avant l'économie nationale. L'équipe de la rédaction de Béni TV a reçu Eric Kakou de ES Partners. C'était à la faveur de la CGC Academy édition 2018. Que retenir de ce panel relatif au rôle de l'État et du secteur financier dans l'accompagnement des champions nationaux? Écoutez, en fait, le panel a discuté du rôle de l'État et du secteur financier dans l'accompagnement des champions nationaux. Donc, c'est une question qui est très, très importante pour le rôle que ces champions nationaux-là peuvent jouer réellement dans la transformation de l'économie. Donc, il s'est agi de voir un peu comment est-ce que l'État peut mettre en place le genre d'écosystème et de conditions qui permettent aux entreprises nationales de devenir des champions. Et au-delà de ça, comment s'assurer que l'accompagnement financier dont ils ont besoin soit aussi en fait disponible. Donc, je pense qu'il y a quelques idées fortes qui sont sorties des discussions. Premièrement, c'est cette idée-là de vouloir vraiment impliquer le secteur privé lui-même. Donc, les entreprises un peu plus grosses, un peu plus grandes, les impliquer dans l'accompagnement des plus petites, de façon à pouvoir créer une sorte de 20% qui tire un nombre plus élevé de 80%. Deuxièmement, c'est de mettre en place l'écosystème qui convient, donc en termes fiscaux, en termes d'incitatifs, en termes de mesures d'accompagnement, en termes de formation, en termes d'accès au marché. C'est l'une des notions qui a été discutée vraiment en détail, l'accès au marché national, l'accès au marché international avec tout ce qui est accompagnement et diplomatie économique. Et puis enfin, c'était vraiment de parler aussi quelque part de la nécessité en fait de définir quelques niches sur lesquelles le pays veut vraiment se positionner pour que dans ces niches-là, on puisse créer les conditions pour que les champions puissent émerger. Comment doit débuter la carrière? Écoutez, je pense qu'ils sont déjà... il y en a déjà quelques-uns en fait. Donc le problème, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est de dire qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils sont trop fragiles. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'assure que pour ceux qui existent déjà un peu, on arrive à les accélérer, donc leur donner plus de ressources pour qu'ils puissent réellement se renforcer en Côte d'Ivoire, mais au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, aller aussi ailleurs. Et que dans le processus, on arrive justement à construire la prochaine génération. Parce qu'en réalité, si on veut avoir une politique de champion qui marche, à l'instar d'un pays comme le Nigeria, on a besoin d'avoir des acteurs à taille critique, pas seulement 5, 6 ou une dizaine, on a besoin d'avoir peut-être une cinquantaine. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc pour revenir à votre question, il s'agit vraiment de renforcer l'existant, il s'agit vraiment de pouvoir changer d'échelle à partir quand même d'une base qui existe. Le champion national doit-il évoluer dans un environnement autre que celui de son pays? Tout à fait. Je pense que c'est un commentaire qui est pertinent quand on parle de champions nationaux. On pense à des entreprises comme Samsung et en fait Hyundai qui viennent de Corée. On pense à des gens comme Embraer qui sont dans l'aviation au Brésil. On pense même à certaines des banques marocaines que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc fondamentalement, je pense que cette idée-là de dire qu'on a besoin d'avoir des champions qui s'exportent au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire est essentielle. Mais justement, c'est pas quelque chose qui arrive par accident. Ça arrive parce qu'il y a une réelle volonté que ça arrive, une volonté à la fois du secteur privé de par son organisation et son ambition, mais aussi une volonté politique qui va justement accompagner ce secteur privé-là. Que retenir de cette initiative d'échanger sur l'industrialisation qui est un défi pour tous, notamment les jeunes? Écoutez, je pense qu'une œuvre parfaite n'est pas humaine. Je pense que c'est quand même la 7e édition de cette initiative. Donc, c'était en fait une édition assez forte avec la présence du chef de l'État, avec la présence en fait de présidents de patronat en fait de pays frères. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on commence à avancer. C'est une activité, c'est une initiative qui a acquis ses lettres de noblesse. Je suis sûr que pour l'édition 8, il y aura certainement des améliorations à apporter, mais ça, fondamentalement, c'est le propre de toute œuvre humaine. C'est la fin de ce journal. Ce fut un réel plaisir de vous le présenter. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.